Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit édito un peu plus en haut, j'espère, avec du recul, pas que focus sur l'Olympique Lyonnais et sur l'état du football des clubs français en général. Et là, je vais plus parler du foot, des clubs, de la DNCG ou autres. À savoir qu'une fois que l'épicentre du séisme a frappé sur un énorme club qui s'appelle les Girondins de Bordeaux, parce que c'est un club historique. C'est un club qui a marqué clairement l'Europe par son histoire, le championnat de France, qui est un des plus grands clubs français. On pouvait désormais constater que un deuxième grand club français, alors plus récent en termes d'histoire, évidemment, est lui aussi frappé, à savoir l'Olympique Lyonnais. Il y a également un autre grand club qui est frappé, mais ça c'est pour des raisons peut-être un peu de mésentente entre les présidents Romeillet et Cayazo, des gens somme toute qui ont fait leur travail de rachat et puis qui n'avaient peut-être plus ni l'envie ni la surface financière et peut-être une vision un petit peu du passé, du management, comme Jean-Michel Aulas malheureusement. Ça fait dur à dire, je sais, oui, c'est très dur à dire, mais c'est la réalité. L'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction des NCG sur ce club, mais quand vous cumulez des clubs qui ont cumulé autant de titres, des finales de Coupe d'Europe, des demi-finales de Coupe d'Europe, il vous reste certes des grands clubs, Monaco, Marseille, Paris. Lille, je le mets bien entendu plus entre parenthèses parce que il y a pas, même s'il y a eu un titre de champion de France assez récemment, Lille n'a pas encore l'aura. Désolé, on est un petit peu en second cercle de l'Olympique Lyonnais. Nantes, Nantes est encore là, oui, tout à fait. Vous allez me sortir quelques noms comme ça, Nantes, Lille, Paris, Marseille. Bon, mais Bordeaux, Saint-Etienne et Lyon, ça fait quand même beaucoup. Donc, juste un point avant de poursuivre mon argumentaire. Certains m'ont critiqué en disant on ne compare pas Aulas et Textor, mais à aucun moment je ne compare Jean-Michel Aulas et John Textor, un bâtisseur qui, à la force de son poignet et de sa vision, de sa stratégie, de sa pugnacité, de sa capacité à s'entourer et à vouloir comprendre, a bâti un empire, la Cégide, a bâti un club qui était au fin fond de la Ligue 2, milieu de Ligue 2, qui n'avait aucune perspective et qui l'a emmené très très haut, avec beaucoup de titres. Mais à la fin, un virage mal pris sur le stade. Voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, voilà, ça c'est plus à rediscuter. Moi, c'est pas moi qui choisis les titres. J'aurais pas trop mis neuneux, mais ça c'est Thomas, mais il m'en voudra pas. Mais effectivement, je ne compare à aucun moment quelqu'un qui voulait faire une plus-value avec des montages absolument financiers, absolument incroyables quand vous regardez un petit peu. Et Jean-Michel Aulas, c'est absolument incomparable. On ne peut pas comparer ces deux hommes. Et je ne les compare pas. Donc voilà, il ne faut pas se rattacher qu'à un titre, il faut écouter le contenu. Voilà. Mais pour aller plus en amont de mon argumentaire, le foot français est malade. Alors, Monsieur Mekeler, qui travaille chez Deloitte, en l'occurrence, et qui est directeur de cette autorité administrative qui est la Direction nationale des comptes de gestion, a clairement durci le ton sur les grands clubs, parce qu'avant, c'était des plus petits clubs qui étaient frappés par des sanctions ou des rétrogradations. On pense au club corse, on pense à d'autres clubs, mais c'est moi, j'ai lu son interview dans Ouest France, je vais vous dire, c'est assez nouveau, sa vision. Lui, il veut des clubs de foot pérennes financièrement. C'est sa ligne, point final. Qu'on s'étonne. Oui, il n'y a pas de rendu de décision. On attend la décision du 24. On n'a pas trouvé encore pourquoi la DNCG ne motive pas sa décision. Mais prenez ce qui s'est passé en novembre 2024. En fait, je vais essayer de le réexpliquer sommairement parce que je connais un petit peu le droit administratif. J'ai quelques notions. En fait, la décision administrative de la Ligue est une décision en droit qui ne peut être contestée qu'en appel ou CNOSF, donc c'est une décision juridique. Déjà, il faut bien le comprendre que c'est pas un amusement, ce que fait la DNCG. C'est un outil source de droit. Secondo, la décision de novembre a été, elle, motivée et le club a été relégué à titre conservatoire, c'est-à-dire que le club était relégué juridiquement déjà en novembre. C'est-à-dire que la décision n'est devenue que définitive.
avant-hier. En fait, c'est pour ça que je m'étais un peu étonné de ne pas avoir été compris dans mes éditos de février-mars en disant l'an prochain on joue en Ligue 2 sauf apport massif d'un projet viable. C'était déjà acté. Donc je ne comprends pas les journalistes de l'équipe, les journalistes de France Foot ou d'ailleurs. Oui, il faut une qualif en Ligue des Champions. Non, mais même la Ligue des Champions n'était pas suffisante parce que c'est sur une année, les gars. C'est pas du tout ce que voulait la DNCG. La DNCG, Monsieur Mikeler, il dit... Il va y avoir plusieurs clubs lourdement sanctionnés. Il y aura des rétrogradations. Il l'a dit il y a 2 mois, je crois, à peu près. Il faudra mettre 0 dans la ligne des droits télé, car aujourd'hui, il n'y a pas de recettes télé possible, car il n'y a pas de chaîne. Et le contrat DAZN LFP ne court plus, donc il n'y a pas de gain. Donc ça, c'est une recette en moins. Voilà. Donc, et il avait parlé de relégation. Donc, on est relégué depuis novembre 2024. Je ne comprends pas les professionnels, les commentateurs, les journalistes qui n'avaient pas compris cette information. Alors, ils ne sont certes pas juristes, pas économistes, voilà. Mais quand on a un journal aussi sérieux, on prend de l'information auprès de juristes. Il y a des cabinets d'avocats, il y a des cabinets du Big Four pour tout ce qui est audit et consolidation des comptes. On vérifie. On vérifie, évidemment. Et là, c'est du droit. Le droit, vous êtes relégué. La seule chose que voulait Monsieur Mikeler, évidemment, c'était une solvabilité sur plusieurs années et pas une fois une vente de Palace fait la veille. Aujourd'hui, le projet de John Textor, depuis 3 ans, la DNCG menace et les sanctions sont de plus en plus lourdes parce que le projet n'a aucune viabilité économique et financière. Vous ne payez plus vos charges sociales, vous ne payez pas les actionnaires comme Jean-Michel Aulas qui a dû aller au tribunal de commerce pour réclamer ses OSRAM, voilà. Vous n'avez pas de fonds de roulement pour acheter des joueurs comme Nouama ou comme Almada, vous passez par des tiers. Vous faites rentrer des joueurs qui ne sont jamais passés pour l'Olympique Lyonnais, comme, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est parti en Allemagne, Lucien Riquet, je vous retrouverai le nom. Vous le chiffrez une 30aine de millions d'euros alors que le joueur a été vendu de Botafogo vers l'Allemagne et est rentré dans les comptes de l'OL, vous n'avez aucune viabilité financière. John Textor n'a pas d'argent. Il a vendu ses parts de Palace très peu cher par rapport à sa valeur réelle. Il est aux abois. Il y aurait fallu, pendant 6 mois, non pas que des actionnaires rallongent, il aurait fallu un nouvel actionnaire tout court qui reprenne le club et qui, comme Paris, quand ils ont eu des difficultés au début financières, QSI a toujours mis la main à la pâte pour combler les trous. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été sanctionnés par la DNCG. Alors, de temps en temps, ils ont trouvé un contrat de sponsoring, Qatar Airways, qui a été surgonflé, ils s'en fait un peu taper sur les doigts, mais il n'y a jamais eu de doute sur la capacité du club à avoir des actionnaires qui font des rallonges. Comme McCourt, il n'y a pas de problème là-dessus du côté du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, c'était déjà une chose à comprendre. Ceux qui ont entendu les journalistes raconter tout et n'importe quoi, c'était une décision administrative provisoire, comme une mise à pied, hein. Et puis vous vous doutez qu'il y a 90% de chances que vous alliez vers un licenciement quand il y a une mise à pied, à moins d'un redressement de situation, de comportement ou autre. C'était déjà acté. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il aurait fallu un miracle économique, un investisseur de premier plan qui prenne beaucoup de parts dans l'OL, à la place d'Eagle, et limite à une cession du club. Mais comme le club a été acheté plus de 800 millions d'euros, il aurait fallu un investissement extrêmement lourd du nouvel investisseur, sachant que tout bon achat est un achat à la baisse. Quand vous achetez un appartement, il faut le payer pas cher pour le revendre très cher. C'est là où vous faites des affaires. Aujourd'hui, la question, c'est que vaut l'OL en novembre? Personne n'a eu l'idée d'acheter le club parce que tout le monde se dit, plus le club va tomber, plus on achètera. Aujourd'hui, il a été capitalisé beaucoup trop haut par rapport à sa valeur réelle, donc il est invendable. Ça, c'est le premier point. Secondo, je vais revenir sur l'état de santé du club français. Alors, Monsieur Mikeler, c'est très bien ce qu'il fait. En l'occurrence, il est un peu orthodoxe. Il est plus royaliste que le roi, plus papiste que le pape. Il veut des clubs sains financièrement. Monsieur Mikeler, on sait très bien que le football est une économie spéciale où seuls les milliardaires ou les États pétroliers ont des comptes sains. À part quelques exceptions comme le Bayern Munich, ou Arsenal, il y a très peu de clubs qui dégagent des marges. Ça ne fonctionne plus. Donc je ne comprends pas du tout son point de vue, sachant que les droits télé, c'est un championnat extrêmement mal vendu, mais bon, tant qu'il n'y aura pas d'investisseurs pour venir, c'est le serpent qui se mord la queue des gros milliardaires, hein, type Qatar, Arabie Saoudite, Émirats ou autres, c'est le serpent qui se mord la queue. Le seul club attractif à regarder, c'est le Paris Saint-Germain. Si demain Marseille
Monaco, maintenant on parle plus de Lyon, mais sont rachetés par des grands fonds de pétrodollars, évidemment, les gens vont se mettre à regarder la Ligue 1. Évidemment. Là, aujourd'hui, on n'a pas d'attractivité et rien n'est fait pour attirer ce type d'investisseurs. Voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, Monsieur Mikeler, je ne comprends pas. Vous savez que les joueurs de foot réclament des sommes d'argent colossales, que dès qu'il y a une qualif en Coupe d'Europe, les agents tapent à la porte, ou menacent de championnat étranger, de départ vers un championnat étranger, Italie, Espagne, Allemagne et tout, où le joueur sera mieux payé. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue pour les clubs. Certes, c'est pas forcément hyper bien géré, mais dès qu'il y a le moindre résultat, la moindre augmentation de salaire dans le vestiaire, c'est une course à l'échalote. Et les joueurs menacent de partir. Donc, à un moment donné, posons-nous la question au niveau européen, mais j'y crois pas du tout, éventuellement d'un salary cap, d'une possibilité d'avoir des joueurs non pas comme Vinicius, Rodrigo qui trouvent des nationalités espagnoles. Au Real Madrid, ils sont tous espagnols. Hein, les Brésiliens, on ne sait pas comment, ils parlent même pas espagnol quand ils arrivent, ils sont déjà espagnols. Il y a tellement de contournements qu'en fait, soit vous avez une fuite en avant comme au Real Madrid où ça devient du n'importe quoi en termes financiers, en termes d'acquisition de naturalisation pour avoir un minimum de joueurs extra-communautaires et tout, et une triche financière comme au Barça, parce que le Barça, c'est National 2 en France, au niveau des finances, mais soit on homogénéise au niveau européen, soit on laisse couler. Donc moi, je comprends pas trop ce que fait la DNCG, parce qu'au final, on se retrouve avec des monuments du football français, donc les grandes villes, excusez-moi, ou les grands clubs historiques Saint-Étienne, Bordeaux et Lyon, qui se retrouvent en Ligue 2, voire plus bas. On a également Montpellier, excusez-moi pour Montpellier, c'est comme une énorme ville en France, aujourd'hui un énorme pôle économique. Bon, je suis pas si sûr que le Paris Saint-Germain ait vraiment intérêt, contrairement à ce que disent beaucoup, à avoir un championnat avec des villes de taille de 80, 90 000, 100 000 habitants et que les grandes villes comme Bordeaux, Lyon ou Montpellier n'aient plus de club en Ligue 1, ou même Saint-Étienne. Voilà, des villes de 200, 300, 500 000 habitants, c'est pas possible qu'ils soient plus en Ligue 1. Enfin, je suis désolé. Alors, j'adore Auxerre et Lens. Bravo pour le boulot qu'ils font, c'est magnifique parce qu'eux, ils surperforment par rapport au bassin économique et démographique. Mais c'est être plus loyaliste être plus royaliste que le roi, ça mène à rien parce qu'au final, ça va être en cascade. Ça va être en cascade. Who's next? À qui le prochain? Donc moi, j'ai une vraie question là-dessus. Je fais pas de jalousie. Au-delà du cas OL, il faut regarder également pourquoi des clubs sont aux abois financièrement comme Montpellier, comme Saint-Étienne, comme Bordeaux. Il n'y a pas de repreneur. Là, l'été dernier, Gérard Lopez essaye de vendre le club. Il a acheté King Street. Bon, ça n'a pas fonctionné. Bon, voilà, il a perdu de l'argent. Le fonds Fenwick, je crois, n'a pas pris de club. Donc on est à la bordure de la fermeture des Girondins de Bordeaux. Il n'y a pas que Lyon qui est impacté. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de viabilité. Les Américains, quand ils débarquent, c'est des gens qui n'ont pas du tout la surface financière des Qataris, des Saoudiens. Alors ça tue le romantisme, effectivement, parce qu'on est rentré dans l'ère depuis l'arrêt Bosman du big business et on y va toujours de plus en plus loin. Évidemment, mais en attendant, tant qu'il y aura des spectateurs ou des téléspectateurs pour regarder le Real Madrid où il y a peut-être 1 ou 0 Espagnol qui commence le match, j'ai rien contre le Real, mais ou Manchester City, où vous avez un Anglais qui débute le match, et puis vous avez des joueurs qui viennent, qui prêtent, il y a 45 joueurs, 50 joueurs sous contrat à Chelsea. Il n'y a pas vraiment de limite. Donc pourquoi nous, on pose tout le temps en France des limites, tout le temps, des charges sociales de malades, des règles comptables de malades. Et c'est vrai que ça freine les investisseurs, parce qu'aujourd'hui, vous reprenez un club en Espagne, vous n'avez pas du tout ce type de problème en Angleterre. Vous êtes beaucoup moins sanctionnés. Vous avez une plus grosse visibilité sportive, vous avez un championnat plus compétitif. Donc pourquoi vous emmerdez administrativement, juridiquement et financièrement en France avec des règles que les autres pays n'ont pas forcément? C'est ça la question. Moi, je dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Je juge pas, je juge juste par rapport à l'état de compétitivité du foot européen. Il y avait eu un rapport, vous en souvenez, il y a quelques années, pour la compétitivité du foot français, je l'avais lu en détail, je crois que c'était en 2010, où il était question de droit à l'image. Vous en souvenez, le DIC, le droit à l'image collective, que ça permette de baisser des charges sociales, de machin. Ils avaient essayé de trouver des outils un peu plus pour rendre plus compétitifs les clubs européens. N'oublions pas également que pour la Ligue de football professionnel et la FFF, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle parce que Lyon est le deuxième club le plus performant derrière le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Et pendant très longtemps, il était le club le plus performant en termes d'indice. Donc c'est sûr que c'est pas Nice qui performe. Je suis désolé pour Nice, mais alors, au niveau européen, il se moque clairement du monde. Donc on va vers un championnat. Quand vous perdez Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, évidemment, les affiches se raréfient. Et vous vendrez, va falloir trouver les pimpons pour mettre 15 € de droits télé
en France exclusivement, parce que ça se vend pas ailleurs, et 360 millions d'euros, on est loin du milliard de Mediapro, et on est loin des 500 millions d'euros promis par DAZN. Mais bon, on est de plus en plus bas. Donc de toute façon, on est dans un modèle économique défaillant en France, parce que le modèle du football fonctionne dans un système européen avec des règles de dingue. Les règles de dingue, c'est quoi ? C'est des charges sociales très faibles en Espagne pour le Real Madrid, des droits télé exorbitants en première ligue, même quand vous êtes un club 18 ou 19e éclaté au sous-sol. Donc une possibilité pour le dernier du championnat d'acheter des joueurs que Marseille ou Monaco ou Lyon ne peuvent pas se payer en France. Donc voilà. Donc il y a une distorsion de concurrence que vous n'aviez pas à l'époque où Lyon arrivait en quart ou demi-finale de Coupe d'Europe, évidemment. C'est pareil pour les clubs portugais qui faisaient des très belles performances ou les clubs néerlandais qui faisaient des très belles performances dans les années 90. Donc soit les autorités publiques décident de créer une niche fiscale ou autre, parce que le football ça apporte du bonheur aux gens, surtout en temps de crise et avec un marasme économique comme connaît la France. Soit vous décidez, comme en Espagne et en Italie, de lever un peu le pied pour que ces clubs puissent performer, que les gens aient des week-ends joyeux et égayés. Soit vous décidez d'être punitif et légaliste jusqu'au bout. Et là, ça va être un vrai problème parce que là, les repreneurs, ils vont pas se pousser au portillon. Et le football, ça peut pas attirer des hommes d'affaires conventionnels. C'est-à-dire que les hommes d'affaires conventionnels, ils prennent une société et au bout de 5 ans, elle est rentable. On sait qu'un club de foot n'est pas rentable. Les Qataris, aujourd'hui, ne revoient jamais les fonds qu'ils mettent. Sauf que le Qatar, c'est un pays, petit pays, qui est coincé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui a toujours été un médiateur régional dans tous les conflits du Moyen-Orient, qui a fait beaucoup d'achats stratégiques dans des entreprises allemandes, françaises et britanniques, ça faut le savoir, qui a formé son élite en Angleterre et aux États-Unis au niveau académique dans les meilleures universités, et qui, par le Paris Saint-Germain, a fait une OPA en termes de branding, communication, c'est-à-dire que l'image de Nasser reçue par le président Macron, ça prouve que vous avez une puissance européenne de premier plan qui est à vos côtés. C'est ce que cherchait le Qatar. Et une visibilité mondiale pour ce pays, en plus de la Coupe du Monde 2022. Donc, mais c'est rare, des investisseurs comme ça, c'est extrêmement rare. Mais en plus, on cherche même pas à les attirer. Donc, vive le foot français. Le foot français est mort, vive le foot français. Allons-y. Et est-ce qu'on doit s'étonner que des joueurs de premier plan de l'équipe de France, comme Griezmann ou Pogba, n'aient même pas joué 1 minute dans le championnat de France ? Alors vous allez me dire, Pogba, ça va changer. Mais maintenant, combien d'internationaux français en dehors du Paris Saint-Germain et un tout petit peu de Marseille en équipe de France ? Combien ? Très peu. Donc en fait, c'est une illusion. Alors après, moi je dis pas, Monsieur Mikeller a peut-être raison, il a une vision qui est la sienne, très bien. La Fédé, a priori, je ne sais pas. Bon, tant que Jean-Michel Aulas était très proche, il y avait un certain paratonnerre autour de l'OL. Maintenant qu'il s'est éloigné de l'OL, il y a moins de paratonnerres. Bon, voilà, mais ça c'est normal, c'est un jeu d'influence. Ça fait partie du jeu. La DNCG n'est pas non plus à lire dans des boules de cristal, à être injuste jusqu'au bout. Alors après, un dernier point, il y a quand même eu une quinzaine de rendez-vous à Pronto entre John Textor et la DNCG. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout les mensonges de John Textor, parce que il savait qu'il allait être sanctionné et qu'un repreneur devait arriver. Il nous raconte tout ce qu'il a envie de nous raconter. Alors, quand j'entends les journalistes aujourd'hui qui disent c'est un bonimenteur, il parle bien, non, je pense surtout que c'était quand même quelqu'un de bon public, quelqu'un qui donnait des bonnes informations aux médias, qui se servait des médias également pour distiller des informations, et c'est surtout un beau parleur, un homme de com, un homme de télé. Mais c'est en aucun cas un homme d'affaires. Désolé, mais des hommes d'affaires, il y en a dans le monde. En France, il y a Xavier Niel, il y a Pinault, il y a Arnaud, il y en a énormément. Il y a Monsieur Stern, il y en a plein. Et ils fonctionnent absolument pas comme John Textor, les hommes d'affaires. Ils fonctionnent à travers des KPI, des rentabilités, court, moyen, long terme. Ils fonctionnent absolument pas comme John Textor. Des milliardaires ne fonctionnent pas comme ça. Ça, c'est un homme de com qui voulait faire un coup, qui voulait faire une OPA, qui voulait surtout faire du show-off et se montrer, parce que c'est quelqu'un qui faisait des spectacles, du Tupac, Michael Jackson en hologramme, tout ça et tout. Beaucoup dans le show business, en Californie. Beaucoup dans les télés, les droits télé et tout. Mais absolument pas un homme d'affaires conventionnel. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec quelqu'un qui ne connaît rien aux chiffres, qui invente des chiffres, qui a contredit Jean-Michel Aulas sur les chiffres, alors qu'en fait ils étaient bons, parce que Jean-Michel Aulas, lui, est un homme d'affaires, mais pas, c'est pas un milliardaire, hein. C'est un très 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 bon homme d'affaires, très riche, mais suivre le rythme du Qatar, il va pas mettre toute sa fortune en jeu et celle des autres, hein. On les suit pas, quoi, concrètement. Donc la réalité, c'est ça, c'est que le Qatar a gagné, finalement, parce que le Qatar suit les mêmes règles du jeu que Manchester City, que le Real Madrid et tous ces gros clubs. Voilà.
Donc voilà, ça c'est des réalités très concrètes. Donc moi la question c'est que veut faire la FFF et la Ligue de football professionnel de ces clubs, à part les envoyer au tapis. Parce que c'est un jeu de dupes que c'est à perte, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est à perte. Demain on dit « Ah mais le Paris Saint-Germain vaut 4,5 milliards ». D'accord, trouvons le repreneur. Trouvez le repreneur qui va payer des joueurs plusieurs millions d'euros chaque mois avec les charges sociales. Les rentrées sont beaucoup trop faibles par rapport aux sorties d'argent. Donc un homme d'affaires sain ne le fait pas. C'est pour ça que très peu de milliardaires européens ou asiatiques, quand ils investissent, c'est surtout pour de l'image qu'ils investissent comme les Qataris. C'est pas autre chose. C'est du public relation et du branding. Donc voilà, c'est un état du foot un peu plus haut que je vois, hein, j'essaye de donner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout la reprise du club. Je suis extrêmement inquiet parce que trouver la perle rare, sachant que des repreneurs se comptent sur les doigts d'une main, concrètement. Voilà, j'avais cité des noms de pays autour de la mer Caspienne, des pays qui ont des minéraux, des pays qui ont du gaz, du pétrole et tout. Mais attendez, rien ne dit qu'ils ont envie forcément de mettre leur argent là-dedans. Vous avez des affaires beaucoup plus juteuses et rentables et beaucoup plus silencieuses et beaucoup moins emmerdantes parce que les hommes d'affaires aiment souvent faire des affaires silencieuses, d'investir dans l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est ça la réalité. Alors après, on va dire, mais l'OL va disparaître peut-être. Peut-être que Bordeaux, Saint-Étienne et Lyon vont disparaître. Et peut-être que de nouveaux clubs vont apparaître. Je pense que le football de club est arrivé à une logique de rupture parce que tant que l'Europe pouvait s'amuser à dépenser du fric n'importe comment, ça marchait. Maintenant que les marchés financiers dégradent nos notes régulièrement en termes de solvabilité, la France ou autre et machin, va falloir réfléchir à un nouveau modèle économique. Et peut-être que l'Eldorado du foot en Europe va réellement se terminer. Et qui vous dit finalement que l'Arabie Saoudite ne va pas réussir son pari? Regardez Théo Hernandez à 29 ans qui part pour 30 millions d'euros, 20 millions de salaire par an dans un club d'Arabie Saoudite. Il préfère faire une croix sur l'équipe de France presque. Je le comprends. Je le comprends peut-être. Moi je voudrais peut-être sécuriser, comme dit Thomas, ma famille. Mais en attendant, la machine infernale, Real City et autres, ça ne plaît pas à tout le monde et très peu de monde peut la suivre. La Juve ne la suit plus, clairement. Le Bayern essaye de rationaliser ses dépenses, mais on a de plus en plus. Donc ça devient très compliqué de suivre le rythme, avec des salaires de plus en plus dingues et une instabilité économique européenne de plus en plus grande. Donc tant que le foot, c'était la rigolade et que comme les États européens pouvaient dépenser de l'argent n'importe comment parce que tout était prêté facilement, il n'y avait pas de souci. Maintenant que l'État économique européen est beaucoup plus fragilisé dans la géoéconomie du monde, évidemment que les clubs sont de plus en plus restreints dans leurs options parce que l'argent est moins facile qu'avant. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est une petite analyse comme ça à chaud. Bon, ça me fait mal au cœur quand même parce que je revois les images de 2002, premier titre, le but de Patrick Muller et de Cassapa pour le premier titre de Coupe de la Ligue qui était le déclencheur. Mais au final, je pense que ça va être difficile d'avoir un avenir. Enfin, je veux pas vous péter l'ambiance, mais on n'est pas prêt de revoir la Ligue des Champions. Et ça, c'est une chose. Mais peut-être qu'on n'est même pas prêt de revoir l'Olympique Lyonnais un jour sur les terrains d'ici à 2 ans. Peut-être que ça sera la fin. Voilà, ça fait. Là, je vous le dis, j'ai des amis aux Girondins de Bordeaux, enfin pas aux Girondins de Bordeaux, qui supportent. Il y a une résignation. Ils savent que ce club va se terminer. Voilà. C'était un état d'une Europe qui a rigolé, du baby-boom, du machin, on comptait pas le fric. Ça fait depuis 1973 qu'on est en crise, depuis les accords de Bretton Woods. Chaque année, on perd en économie. Et quand vous n'êtes pas dimensionné comme le Real Madrid, avec des soutiens politiques extrêmement forts, espagnols derrière, ce que fait Florentino Pérez, ou le Barça, ou des clubs pétrodollars, il y a une vocation à disparaître, quoi. Tout simplement, ce jeu coûte beaucoup trop cher. C'est un jeu qui coûte des blindes, qui n'est pas rentable. Et point final. Allez, bonne journée à tous.